Jean-Claude Mailly, vous venez d'entendre pendant 15-20 minutes 3 chefs d'entreprise. Bon, le constat qu'ils dressent est quand même pas folichon. Comment vous l'accueillez? Comment vous réagissez aux 3 sujets qui ont été traités par eux? Ben, écoutez, je vais essayer de ramener un peu d'optimisme. Ah ben, on compte sur vous. Voilà, parce que, oh là là, quand je vous entends, alors même si c'est la règle du jeu, hein, je comprends très bien, mais quand je vous entends, effectivement, on n'a pas envie d'investir en France, quoi. Bon, mais quand je regarde les chiffres, il y a quand même, y compris dans les courbes, il y a quand même des investissements en France. On est encore de mémoire 5e pays d'accueil des investissements étrangers, même si je ne garantis pas le chiffre, mais je dis ça de mémoire. Une partie de ces investissements, 20% je crois, c'est le fait de filiales étrangères d'entreprises françaises. Ben bon, on est quand même encore une terre d'accueil, je ne dis pas que tout va bien, mais une terre d'accueil d'investissements étrangers, il y en a encore, et y compris quand on vend la France à l'étranger, on ne parle pas que de coût du travail. On sait vendre aussi sa productivité, mais d'ailleurs ça a été souligné. On vend aussi la qualité des infrastructures, le positionnement géographique, enfin toute une série de choses. Bon. Alors après, sur le reste, je ne vais pas reprendre tout. L'histoire du coût du travail. Bon, on est bien entendu sur des moyennes. Et je pense qu'on ne peut pas uniquement travailler sur des moyennes. Si je prends le coût du travail dans l'industrie et que je compare le coût du travail dans l'industrie entre la France et l'Allemagne, qui est quand même notre premier client, premier partenaire, bon, c'est kiff-kiff. Même s'il a baissé en Allemagne depuis une dizaine d'années, ce qui est vrai, que nous, il a légèrement augmenté, mais on est sur des terrains comparables et nous pensons que les questions essentielles, au moins dans l'industrie de compétitivité, sont plus ce qu'on appelle la compétitivité hors coût que directement le problème du coût du travail. Dans les services, c'est vrai qu'il y a des écarts importants, mais ça rejoint d'autres débats qui sont des débats d'actualité, hein, tels que le débat récent sur la directive détachement, sur la notion des mini-jobs, sur toute une série d'événements qui sont... c'est l'analyse syndicale, et ce n'est pas uniquement l'analyse syndicale Force ouvrière, c'est l'analyse de la quasi-totalité des syndicats au niveau européen, des logiques de dumping social qui existent, y compris à l'intérieur de la zone euro. Donc il faut regarder les choses, pas simplement en moyenne, c'est vrai pour les salaires, c'est vrai pour tout, mais aussi y compris par secteur. De la même manière de... Alors il y a une phrase choc... c'est un crime contre l'emploi de 1 à 2 euros, hein, si j'ai bien compris. Alors c'est une phrase choc. Bon, maintenant, là aussi, vous savez comme moi qu'on ne parle pas uniquement en stock, qu'on parle en flux, que le financement de la protection sociale, c'est aussi une partie de redistribution importante qui joue sur la consommation, qui joue sur la solidarité et le tissu social. Et n'oublions pas non plus y compris l'augmentation indiquée du coût du travail, y compris avec la suite des 35 heures, quoi, hein, c'est une logique. Je rappelle tout simplement que, et ça peut se discuter, aujourd'hui dans le budget de l'État, il y a globalement 32 milliards d'euros chaque année de compensation des exonérations de cotisations patronales. Hein, donc, et que quelqu'un qui est au SMIC en France, il n'y a quasiment plus de cotisations patronales. Hein, ça descend après en sifflet jusqu'à un 6. Alors là aussi, il faut tout regarder dans ce genre de choses. Oui, je suis d'accord pour dire l'un des problèmes, c'est le problème de l'instabilité juridique, globale d'ailleurs. Ça, vous le partagez, ce jugement-là. Oui, mais ça, oui. Moi, ça, je comprends très bien que, notamment pour un investisseur étranger, de savoir quelle est la lisibilité en termes de fiscalité, en termes de droit du... Alors, ça ne veut pas dire que tout doit être figé, bien entendu, mais qu'il y ait un problème d'instabilité, ça oui, ça je conçois très bien, ça peut être pour la fiscalité, ça peut être pour toute une série de règles. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne doivent être figées non plus. Il y a des évolutions qui sont indispensables, que ces évolutions soient d'ordre législatif ou contractuel. Alors les exemples cités, CICE, oui on est critique nous sur le CICE, moi je le dis, tout simplement, mais parfois même en off, certains grands responsables d'entreprise disent ce serait quand même pas mal qu'on ait au moins justifié un retour d'utilisation sur le CICE pour que nos actionnaires, notamment si c'est des fonds étrangers, ne nous disent pas « Oh, il n'y a pas de justif, vous faites remonter ça dans les dividendes ». Donc qu'il y ait au moins un retour d'utilisation sur le CICE, je trouve que ce ne serait pas aussi stupide comme ça, comme on peut poser d'autres problèmes, comme le crédit d'impôt recherche ou autre. Sur les heures sup, moi, je me suis exprimé au titre de FO là-dessus en disant au moins le débat devrait être reposé sur cette question-là, la question des heures supplémentaires. Alors, dialogue social, pour pas être trop... On a eu tort de les refiscaliser, vous pensez? En tous les cas, moi, le constat que j'ai fait, au moins sur la partie fiscalisation, c'est que, notamment,
essentiellement d'ailleurs, c'est dans les petites entreprises type restauration ou autres, où des salariés vous disent ça me fait 30, 40, 50, 60 euros de moins par mois. Donc au moins, la question devait être posée et qu'on en débatte. Bon, la porte a été fermée. Et l'argument emploi qui a justifié qu'on refiscalise, c'est-à-dire inciter, encourager, faciliter les heures supplémentaires dans une période où le chômage grimpe en flèche, il y a une sorte de contradiction. Moi, je n'ai jamais cru au partage du travail dans un sens ou dans l'autre. Hein, donc le travail naît de l'activité économique, c'est pas un gâteau qu'on partage, hein, c'est de l'activité économique. Alors dans un sens comme dans l'autre. Hein, donc vous étiez contre les 35 heures aussi alors? Non, on n'était pas contre les 35 heures dans la limite où c'était une revendication européenne d'ailleurs à l'époque, mais on avait été critique, je vous rappelle, sur la manière dont les choses ont été mises en place à l'époque. Hein, bon. Dernier point, juste sur, mais on y reviendra peut-être sur taux de syndicalisation, attention. Attention à ne pas avoir des visions réductrices des choses. C'est lié pas simplement à l'histoire, c'est pas simplement un nombre d'organisations. Vous savez, vous avez beaucoup d'autres pays, y compris dans les pays nordiques, où vous avez plusieurs organisations. En Suède, il y en a 3 grandes, peut-être plus petites, etc. C'est pas un nombre. C'est une question de structure du dialogue social. Si vous êtes salarié, je vais vite, donc je caricature pas, je synthétise. Si vous êtes salarié en Suède, vous voulez vous couvrir si vous perdez votre emploi auprès de l'assurance chômage. Vous faites quoi? Vous adhérez à une caisse qui est gérée par une des organisations syndicales. Il y a 3 grandes organisations, chacune gère sa caisse. Automatiquement, vous êtes syndiqué. Bon, mais pour être... il y a un lien direct. Je ne juge pas. Hein, Nous, on a un système que vous soyez syndiqué, non syndiqué, petite entreprise, grande entreprise, les mêmes droits. C'est lié à cette notion de minimum d'égalité de droits dans le cadre républicain. C'est une construction sociale. Et quel que soit le taux de syndicalisation, maintenant, plus il y en a, et surtout à FO, mieux c'est. Hein, mais quel que soit le taux de syndicalisation, quand vous regardez globalement, les droits sociaux sont très nettement comparables. Ne faisons pas du taux de syndicalisation le nec plus ultra. Hein. De dialogue social, il y en a. Il y en a à tous les niveaux. On a été critique sur l'ANI, j'y reviendrai si vous le voulez tout à l'heure, mais je vais prendre un exemple aujourd'hui. Tiens, un accord majoritaire dans une entreprise de l'Est, hein, dit de maintien de l'emploi, conduit à 160 ou 150 réception de lettres individuelles de licenciement, plus que l'entreprise le voulait. Voilà, ça s'appelle un accord de maintien de l'emploi. Alors, sur le jugement global du dialogue social, parce que moi j'essaie de positiver un peu dans cet univers un peu compliqué, est-ce qu'on pourrait dire que depuis quelques temps, quelques années, parce que je ne crois pas que ça soit lié forcément au changement de majorité, c'est quand même en train de se débloquer et que même si c'est compliqué entre vous, c'est compliqué la compétition entre centrales, on est en train peut-être de débloquer un peu les choses. Quand on voit tout ce qui a été fait, la loi sur la représentativité, qui était une loi que vous aviez approuvée. Quand on voit l'accord, vous ne l'avez pas approuvé, la loi sur la représentativité? Non. Pourtant, vous en avez bénéficié aussi, non? Oui, d'accord. Vous auriez dû donc l'approuver. L'accord sur la formation professionnelle que vous avez signé, indépendamment même des résultats qui peuvent réunir certaines centrales et pas d'autres, le fait même qu'un certain nombre de sujets soient mis en débat et que ce débat ait lieu de façon civilisée, utile, intéressante, est-ce que ce n'est pas le signe que peut-être les choses sont en train d'évoluer? Est-ce que ce n'est pas autour de cette évolution que vous-même, vos organisations, pouvez reprendre du poids, reprendre du crédit, reprendre du rayonnement auprès des salariés? Moi, il faut être clair sur le crédit, de dire les gens n'adhèrent pas parce qu'ils ne croient pas au syndicat. C'est faux. Le fait que, ce que j'expliquais sur la notion, on n'a fait pas de syndicalisme de service en France. Bon, voilà, c'est pas l'histoire, c'est pas la conception. Maintenant, regardez le taux de participation des salariés, dans le privé comme dans le public, lorsqu'il y a des élections délégués du personnel, comité d'entreprise, etc. Il y a un taux de participation élevé des salariés aux élections. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a là-dessus, il y a toujours eu cette confiance. Bon. Deuxièmement, le dialogue social. Mais oui, il existe. Je considère même qu'il y a eu des progrès. Moi, voilà, c'était ma question. Mais attendez. Il y a les accords, il y a les négociations en tant que telles, celles que l'on vient de terminer sur la formation professionnelle. On ne s'est pas encore positionné, mais j'ai dit que ça allait dans le bon sens. On est une nation démocratique, il y a des instances qui se réunissent. Il y a des accords qu'on n'a pas signés, mais ça, c'est de la pure négociation. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler
du dialogue social, on peut discuter de questions économiques, c'est pas de la négociation, c'est pas de notre sort. L'introduction, j'avais douté à l'époque, mais j'ai dit après que c'était une bonne formule de ce qu'on appelle aujourd'hui la délibération sociale, qui n'est pas de la négociation, mais de la pré-négociation ou du dialogue social. Ça, ce sont des choses positives qui vont dans le bon sens. Maintenant, il y a, vous savez, des négociations interprofessionnelles, je sais pas, depuis 3 ou 4 ans, il y en a eu un paquet. On a dû en signer une dizaine d'accords, on ne les a pas tous signés, mais il y a eu... Et dans les entreprises, il y a de la négociation, vous savez, sur ce qu'on appelle les accords dits de maintien de l'emploi. On n'a pas attendu la loi dite de sécurisation de l'emploi pour qu'il y en ait. Mais d'ailleurs, au même moment où vous étiez opposé à l'ANI, vous signiez l'accord Renault. Bien sûr. Voilà. Ben bien sûr, qui mais était parce un que accord de maintien de l'emploi. Oui, mais ça existait avant Oui, l'ANI. tout à fait. Bon, par contre, on n'a pas négocié de baisse de salaire. Tout à fait. Voilà. Et on n'a pas négocié de mobilité forcée. Voilà. Très bien.